une chronique de la société maure en pleine mutation à travers l'histoire d'une famille de la moyenne aristocratie au milieu des années 80. Les membres de sa famille l'encouragent. Écoutons sa fille Mina. Je pense que Aïchetou Ahmedou, la femme, l'auteur et la mère, est une personne extraordinaire, merveilleuse. C'est une femme forte, c'est une femme qui a su faire face à des épreuves de la vie et qui en est sortie tête haute et épaule droite. Elle a le don de l'écriture, le don de la poésie et le don de la traduction. Elle a écrit un roman, La couleur du vent, un roman que j'ai lu et relu plus de 4 fois. C'est un roman qui a su, à travers ses écrits, elle a pu introduire toute une société, toute une culture, celle de notre cher pays, la Mauritanie. Et chose encore plus importante, elle a su, à travers ses écrits, transmettre des émotions. On peut sentir ce qu'elle écrit, on peut sentir toutes les émotions qui sont derrière ces mots. Et sa poésie, c'est un chef-d'œuvre. L'ouvrage. Le premier ouvrage de Madame Aïchetou Ahmedou commence, comme le disait Abdallah Ibn, par le sens du paradoxe. L'année exaltée ses derniers soupirs, le début est donc par la fin. Voici également ce qu'en pense M. Bukhari Mohamed Mohamed. Comme le dit si bien son titre, La couleur du vent, le livre d'Aïchetou Ahmedou est une narration de mouvement. Je m'explique. Le vent est un mouvement d'une matière difficilement saisissable, qui est l'air. C'est un titre, ce genre de titre est très cher aux artistes et aux écrivains, parce qu'il exprime des sensations, parce que le vent, on le sent. Et Aïchetou Ahmedou décrit le mouvement d'une société mauritanienne, ou plus exactement d'une tranche de cette société qui est la classe moyenne à une période, et particulièrement à Nouakchott. Cette description l'a pris une forme romanesque, assez réussie, je trouve. Pour un premier coup d'essai, c'est un coup de maître, selon moi. C'est vrai que les intrigues sont simples. C'est vrai aussi que la narration l'est également. Mais ce qui est frappant là-dedans, c'est le soin avec lequel elle choisit les mots. C'est le soin avec lequel elle construit ses phrases. C'est un vocabulaire particulièrement bien soigné. C'est une intrigue relativement simple. C'est vrai aussi que l'auteur a voulu toujours finir en beauté, parce qu'elle est écrivaine également de contes. Et le conte, c'est le merveille. Et elle a toujours essayé que chaque intrigue finisse merveilleusement. Bon, ce qui fait que parfois, on a l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'inachevé. Mais je ne trouve pas que c'est un défaut. Oui, il faut toujours inciter le lecteur à lire la suite. Autrement dit, pour moi, c'est un roman inachevé. J'attends la suite. Madame Aïchetou, La couleur du vent. Il était une fois Nouakchott. Pourquoi avoir changé le titre et la page de couverture? La première page de couverture est une œuvre d'art qui est très belle. D'ailleurs, plus belle que la deuxième couverture. Le choix, c'est un peu de marketing, si vous voulez. Je trouve que la deuxième couverture, le deuxième tableau, qui est la couverture de la dernière édition de mon roman, accroche plus, les couleurs plus vives, ça évoque mieux le milieu rural mauritanien. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, mais le premier tableau est incontestablement plus beau. Sans doute. Ouais. Je vous ai aussi, j'ai attiré votre attention sur le fait qu'il y avait, au bas de la première couverture, il était une fois Nouakchott, c'est ça? Oui, c'est un sous-titre, parce qu'en fait, il était une fois Nouakchott. C'est comme, mon roman aussi, c'est un peu comme un conte, un long conte, un peu poétique, et comme les contes commencent par Il était une fois, je me suis dit que c'était un sous-titre heureux. Sinon, si je ne le prenais pas comme titre, au moins comme sous-titre. Donc, pourquoi le titre, La couleur du vent? En fait, le vent a-t-il une couleur? Certains disent qu'il en a même plusieurs. Le vent, c'est le compagnon.
c'est le compagnon éternel du Mauritanien. Il est toujours là, omniscient, omniprésent. Il symbolise la nature, il symbolise l'éphémère, le changement, l'impondérable, l'imprévisible. Il symbolise aussi notre humeur, notre tempérament, nos espoirs, nos rêves, nos ambitions. C'est partie intrinsèque du Mauritanien. C'est pourquoi j'ai choisi. Et il change de couleur, selon notre humeur, selon la façon dont on le voit, dont on le sent, dont on le regarde, selon le climat aussi, donc il est très changeant et d'ailleurs c'est pourquoi il symbolise le changement quelque part aussi. Aïchetou, pour nos téléspectateurs, vous êtes aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit dans le domaine des contes, de la poésie, etc. Donc avant d'entamer la couleur du vent proprement dit, nous voudrions que vous nous présentiez quelques extraits plutôt de vos poèmes et de vos écrits. Bon, on commence par les extraits de la couleur du vent, ou bien des contes, ou bien des histoires de femmes, ou bien quelques contes d'abord, de traduction, ou bien de poésie. Quelques contes, la traduction ensuite et par ordre. D'accord, donc les contes, j'ai choisi La vengeance de Mariam, qui est un conte inspiré de contes fantastiques que nous racontaient nos grands-mères. Donc ça dit que ce sont des contes qui vous ont été racontés et que vous avez écrits en français, c'est ça? Que j'ai romancé, développé. J'ai fait plein de changements. J'en ai fait. C'est un conte et moi j'en ai fait un roman. Enfin, un conte fleuve. Ce n'est plus. L'ancien conte, c'est plutôt l'ossature sur laquelle j'ai développé l'histoire. Voilà. Donc j'ai choisi un extrait. Mariam, c'est le personnage central, continua à traiter Chouer comme avant. Et il recommença à passer ses nuits auprès de la tassoufra de viande séchée. Et Sidi retrouva sans plaisir l'odieuse et stupide femme qu'il avait épousée sur les fermes instructions de son père. Il lui arrivait souvent de se demander si la jeune fille qui avait partagé sa couche la nuit où il avait perdu sa canne était bien Fatma. Et cette pensée vint souvent le torturer. Chaque fois qu'il essayait de prendre du repos après une rude journée de travail dans le diwan de son père, il en vint rapidement à la conclusion que, de toute évidence, ce ne pouvait être elle. Comme tous les faits inexplicables, il essaya sans succès de l'enfouir au plus profond de son esprit. Mariam aussi pensait tous les jours à ce mari d'un soir qui lui avait fait une si profonde impression. Elle revoyait ses longs membres déliés et ses cheveux bouclés et légers comme les cheveux d'un bébé. Ses dents brillantes et son haleine fraîche quand il éclatait de rire. Son odeur de cuir, de tabac et de musc profond lui chatouillait encore délicieusement les narines. Voilà, Madame, je vais vous poser une question à propos de ce conte. Ces contes, qu'est-ce que vous en faites en fait? Quelle est l'utilité? Ces contes, d'abord, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais pour moi-même. J'ai jamais pensé à publier un jour ou à partager ce que j'écrivais, bien que je donnais de temps en temps à quelques personnes intimes pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et puis, en écrivant, je les éditais dans la presse indépendante locale sous pseudo. Je ne voulais pas qu'on sache que c'était moi qui avais écrit ça. Oui. Et puis, avec le temps, et quand j'ai écrit le roman, et puis les gens commençaient par me pousser à publier mes écrits. Et avec l'Internet, je me suis découverte. J'ai publié sous mon vrai nom. Et j'ai été très heureuse de le faire parce que j'ai trouvé dans l'Internet un auditoire de rêve. Et j'ai rencontré le bonheur de partager ce qu'on écrit avec les autres. Et ce bonheur-là me manquait. Je ne le savais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui me manquait beaucoup. Je m'en suis rendu compte seulement en partageant mes écrits, en les faisant lire par les autres, en se faisant apprécier par les autres. Et je signalais tout de suite que vous avez aussi écrit quelques poèmes
Si on peut en entendre quelques extraits. Oui, j'ai choisi un poème qui n'est pas très éloigné du sujet de mon roman. Toujours les nomades, toujours le vent, toujours le sable. Donc, un infini de sable. Toute cette immensité au fond de mon regard, c'est ma vérité et tous mes espoirs. Ancrée dans mes rêves et ma réalité, elle me poursuit sans trêve, telle la fatalité. Un pas chancelant, elle me sourit d'un air hésitant. Elle me dessine une symphonie et son murmure est harmonie. Et je m'enroule au fil de ses vers. Et le feu s'écoule, nudité d'enfer. Tout me bouscule, le ciel et la terre. Les grains de sable coulent entre mes doigts. Sont autant de fables, sont autant d'émois. Sa douceur m'enlace, le désir tournoie, sans laisser de traces de toi ni de moi. C'est bien, j'espère que les téléspectateurs vont apprécier, c'est à eux de juger. Maintenant, on va laisser de côté Mariam la poétesse et Mariam la conteuse pour discuter proprement dit du roman La couleur du vent. On avait déjà expliqué à nos téléspectateurs les raisons pour lesquelles vous avez choisi le thème. N'oubliez pas ma traduction. La couleur. N'oubliez pas la traduction et les histoires courtes. Ah oui, ça, on aura l'occasion de D'accord. Je remarque tout simplement que le roman La couleur du vent s'étale sur presque une année, parce qu'il commence le 31 décembre. Et plusieurs années. C'est ça, au cours de la lecture, on se rend compte que les mois ils sont cités un à un. Sont cités un à un. Les femmes aussi sont à l'honneur dans ce roman. Pourquoi, dirais-je, moi qui suis un homme, vous avez choisi de faire de ces femmes des héroïnes du roman? Parce que Ta'ala, qui est le principal personnage ici, c'est elle en fait la vedette de ce roman. D'abord parce que je suis une femme. Oui, je comprends. Et j'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup d'estime pour les femmes de mon pays. Je veux les faire connaître, je veux les mettre à l'avant. Je pense que les hommes se sont mis à l'avant tout seuls. Ils font beaucoup parler d'eux, ils écrivent beaucoup. Les femmes sont toujours derrière, dans les coulisses, alors que ce sont les personnages principaux. Sur leurs épaules, elles portent sur leurs épaules le poids de la vie, le poids de la famille, le poids de l'éducation, de l'instruction, du développement. Parce que comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de participation au développement d'un pays plus importante que l'éducation de génération, que l'éducation de génération, une bonne éducation, une belle éducation des générations instruites, bien éduquées. Et ça, c'est le rôle. Donc, comment voulez-vous que je ne parle pas des femmes? Tout à fait, je comprends parfaitement. Mais pour les téléspectateurs, Mariam est une divorcée, résignée et sereine. On dira même que c'est une beauté résiduelle frappante pour ses 50 ans. L'un de vos lecteurs disait d'elle, en Hassania, je crois que c'était Abdullah al-Kab. Elle est une autre beauté, séparée puis réconciliée avec son premier mari. Elle est la seule à en connaître qu'un. C'est une femme froide, directe, etc. Ta'ala est son opposé, sauf sur le plan physique. Vous le dites, les filles sont belles, elles les tiennent de leur mère. C'est pas un peu injuste? Pourquoi? Et leur père, que vous avez décrit ici comme étant il est très beau aussi, oui. Mais elles ressemblent plus à leur mère. Et puis c'est pas moi qui ai dit que... C'est le lecteur qui a dit qu'elles tiennent de leur mère. Ce n'est pas moi. C'est Ta'ala qui tient de son père. Ta'ala tient de son père. Elle ressemble à son père. Elle ressemble à son père. Elle n'a pas le même caractère. Oui, elle ressemble plutôt à sa mère, mais bon, je veux pas livrer tous les secrets de l'intrigue. Mais elles sont belles toutes les deux. Lala comme sa mère et Ta'ala comme son père. Page 88. Page 88, vous prédisez de séquestrer la Mauritanie dans quelques décennies, une société de consommation. Je peux lire le paragraphe ici. Vous dites, les jeunes femmes ne croyaient pas si bien dire, car quelques années plus tard, ce sera la course éperdue aux richesses, bien ou mal acquises. De nouvelles valeurs
régiront la société. L'esprit de consommation atteindra son apogée et l'imitation des uns par les autres régnera en reine. Il y aura autant de jeunes riches que de vieux fortunés. Sur quoi vous êtes basé pour prédire ce que sera la société mauritanienne dans 20 ans à peu près? Mais on Parce commençait, que c'était 85, 86, nous sommes commençait déjà, ça commençait déjà. On commençait déjà à voir le début et il suffit d'un minimum d'intelligence pour comprendre ce que ça va donner à la fin. Et puis il y a la mondialisation qui galopait, il y a l'industrialisation à outrance, il y a l'individualisme et la vénalité, toutes des valeurs qui commençaient à s'arracher l'esprit des gens. Ça commençait et ça n'allait pas s'arrêter. C'est l'évidence même. La page 100, dans laquelle aussi vous dites, vous commencez par le banditisme qui commence à s'installer. Parce qu'il y avait la rencontre entre Taale et les pseudo-policiers. Donc c'était une sorte de prise en otage ou de chantage. Vous racontez? Oui. Oui, ça s'est passé réellement parce que vous voyez, le roman est basé sur des faits réels et des faits fictifs. Je me suis inspirée de tout ça. Je me suis inspirée d'inconnus, de la famille, d'amis, d'histoires que j'ai entendues raconter, d'histoires que parfois j'ai vécues moi-même, d'histoires qui se sont passées il y a très longtemps. Donc j'ai fait de tout ça un amalgame et j'ai raconté l'histoire en me basant sur tous ces faits. Et ça, ce sont des faits qui, malheureusement, qui se sont réellement passés. Il y a eu un temps où il y avait un policier à la retraite qui utilisait son ancienne carte pour terroriser les jeunes filles et leur soutirer leurs bijoux. À l'époque, on aimait beaucoup se parer d'or, voilà. On ne sortait jamais sans avoir les bras, les oreilles, le cou orné de bijoux très coûteux. Ça ne coûtait pas beaucoup d'argent à l'époque. Et c'était la mode. Et le monsieur en profitait. Donc cette histoire est basée sur des faits réels. Ça s'est réellement passé. Ouais. Il y a eu, heureusement pour elle, l'heure des moments s'est dit à Qaïs. Vous pouvez dire à docteur qui est Qaïs? Qaïs, c'est un ancien élève du lycée qui était amoureux de Taale, qui n'osait pas lui avouer cet amour, mais qui lui écrivait en cachette pendant la récréation. Il entrait en classe, il lui griffonnait un petit mot dans ses cahiers. Il n'a jamais su que c'était lui. Il lui a dit ça, il lui a avoué ça beaucoup plus tard, à l'occasion de cette malheureuse rencontre. Et Qaïs, ce n'est pas son vrai nom. Il se faisait surnommer Qaïs parce que ses amis se moquaient un peu de lui, ils disaient qu'il était tout le temps amoureux. Donc voilà. Il avait aussi, Qaïs, il avait une histoire malheureuse, une belle histoire qui s'est terminée de manière très malheureuse parce qu'il avait épousé une femme. Tragique. Qui est morte. Elle était malade. Oui, tout à fait. C'est la pauvreté, c'est la misère extrême, la maladie, les malheurs insupportables qui l'ont poussé à devenir ce qu'il est devenu. Mais évidemment, il a regretté parce qu'en fait, c'était pas réellement sa nature. Pas sa nature. Non, ce sont les conditions qui ce sont les conditions, des conditions horribles qui l'ont poussé à sortir des sentiers battus. Et il y avait ces tabous dont vous parlez dans le roman et que Taale voyait d'un mauvais œil, tel que certaines traditions disaient que les filles étaient parfois épousées par des djinns, qu'il ne faut pas sortir l'après-midi, qu'il ne faut pas regarder le miroir le soir, etc. Certains tabous comme ça, et qu'elle se moquait, les regarder d'un mauvais œil. Pourquoi elle? Parce que c'était une fille émancipée? Elle voulait bien être émancipée, mais elle croyait à ses superstitions. Elle voulait bien réfléchir comme une personne moderne et tout, mais ses superstitions étaient ancrées là parce que
L'éducation est là pour nous façonner aussi quelque part, pas seulement l'instruction, ni les lectures, ni... Je crois qu'il faut signaler à nos téléspectateurs que Taala aussi était quelqu'un qui a fait Liban. Je crois qu'elle a étudié, elle avait même un job à un moment donné. Elle a travaillé. Elle est professeure de français, oui. Elle est enseignante, oui, tout à fait. Et Salek, vous vous rappelez Salek, qui est ce personnage qui est un peu bizarre qu'on cite dans le roman quelquefois? Salek, c'est un ami de Mariam. Mariam, c'est la mère. La mère, et c'est un commerçant, et qui la demande régulièrement au mariage. Il est très amoureux d'elle, régulièrement. Il la demande en mariage, et régulièrement, elle refuse. Donc c'était un peu de faire sa vie après. Non, elle avait décidé de se consacrer à ses enfants, à ses enfants, à elle-même, à sa maison. Elle ne voulait plus faire sa vie, elle ne voulait plus entendre parler de mariage, ni d'homme, ni quoi que ce soit qui se rattache à ça. Ses enfants. Voilà, consacrer sa vie à ses enfants, à elle-même, à sa maison, à ce qui fait sa nouvelle vie. Elle n'avait plus envie d'en changer. Quand vous dites à elle-même, je me rappelle que dans le roman, à un moment donné, elle s'est même payée une voiture parce que je crois que c'était un peu la mode à l'époque d'avoir une voiture. Oui. Certaines femmes d'un certain âge. Oui. Ça racontait. Oui, oui. Oui, c'est très important pour elle d'avoir une voiture. Elle n'avait pas les moyens. Mais finalement, grâce à la générosité de certains hommes, son beau-fils, son ex-mari, un soninké qui est le propriétaire de la voiture qu'elle a achetée. Elle a finalement pu avoir sa voiture, comme beaucoup de femmes en ce temps-là. Elle n'avait pas assez de moyens et je crois qu'elle payait par tranche. Oui, oui. Mais ces tranches-là ont été supprimées par le soninké qui lui a vendu sa voiture. Un homme très généreux. Vous écrivez qu'il n'avait pas faim. Oui, tout à fait. C'est une expression, voilà, c'est de la traduction directe. Ouais. J'ai remarqué que vous faites... En général, quand je fais de la traduction directe, je mets ça entre griffes pour bien faire comprendre au lecteur que ce n'est pas du français. Parce que vous dites des livres qu'il n'avait pas faim et vous répétez souvent Yahoué, Yarti, Yaboué, Yamou, des termes comme ça que j'ai vu dans le roman. Parce que c'est comme ça qu'on parle habituellement. On n'arrête pas de se dire Yahoué, Yaboué, Yarti, Yamou. Page 154, c'est cette scène où les Zrik se versent les habits de la mère Mariam. Une fois que Taala voulait bien faire, et ça a mal tourné. Mais malheureusement, heureusement d'ailleurs, il n'y a pas eu, ça n'a pas dérangé l'ambiance plutôt. C'était une très belle ambiance, au contraire. Oui, Mariam est une femme assez rigide, assez ferme sur beaucoup de choses. Mais elle savait aussi apprécier les bons moments entre familles. Bien que là, je crois qu'elle s'est un peu énervée quand même, parce que les filles se sont mises à rire et donc à se moquer un peu d'elle, ce qu'elle n'a pas tellement bien apprécié. Mais sinon, c'est une très bonne mère de famille. Mariam symbolisait les mères de famille à l'époque qui étaient assez rigides. Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture à l'égard à l'encontre des enfants. Est-ce que je comprends, c'est ça? Oui, parce qu'elle faisait partie de l'ancienne école. Elle n'est pas comme telle. Elle n'est pas allée à l'école, elle n'a pas lu, elle n'a pas eu l'occasion de s'ouvrir aux autres cultures. Donc elle est restée telle qu'elle, conservatrice, traditionnaliste. Sans conteste. Fatou, je crois que c'est la bonne qui travaillait dans la maison. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Fatou, quand vous la décrivez? C'est en quelque sorte membre presque de cette famille parce qu'elle a duré. Tout à fait. Il la considère comme un membre de la famille et elle aussi, elle se considère comme ça. La preuve, quand elle s'est mariée et qu'elle a eu des problèmes avec son mari, elle est revenue vers eux comme dans une seconde famille. Et elle les avait adoptés. Les relations étaient intimes, affectueuses, comme si elle était leur fille en fait. Taala s'était mariée parce qu'elle avait perdu Ahmed qui s'est lui également marié.
avec une cousine pour des conditions, dans des circonstances un peu bizarres, d'ailleurs qui sont très propres à la société mauritanienne. Et il y a Talek qui s'est marié avec un commandant de l'armée. Il ne se sentait pas très bien. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça ne se sentait pas très bien. Et vous qui avez écrit le roman, qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, elle était heureuse, elle n'était pas heureuse, comment elle était? Ou parce qu'elle était Elle était heureuse, mais elle ne le savait pas. Finalement, elle a fini par l'aimer, ce monsieur, plus qu'Ahmed, plutôt d'une autre façon. Mais elle ne s'en est pas rendue compte. Elle s'est rendue compte de cet amour qu'après le divorce et la disparition de Hassan. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle était très heureuse et qu'elle vivait avec l'homme qu'elle aimait. Mais évidemment, c'était trop tard. Yes. À un moment donné, vous dites qu'elle se sentait un peu dans une forteresse parce qu'il y avait des militaires un peu partout. Oui, c'est une impression. Ils les appellent Gutturo. Hey, tu vois, les militaires, c'est comme ça. Et c'est pas une ambiance à laquelle elle était habituée chez elle. Donc, parfois, il avait un peu l'impression de vivre dans une caserne. Tous les domestiques étaient des militaires avec des treillis, des képiers, tout ça. Les chauffeurs, le jardinier, le gardien, le cuisinier. Et donc, elle va se séparer de Hassan qui, dans un premier temps, va mourir très loin à Zouerat, n'est-ce pas? Et il va reprendre également sa vie avec Ahmed. Et je crois qu'il va avoir des jumeaux. Oui. Oui, ils auront des jumeaux ensemble. Oui. Un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Pourquoi vous avez choisi de lui donner 2 jumeaux, un garçon et une fille? Pourquoi pas 2 garçons ou 2 filles? Et pourquoi 2 garçons et 2 filles? Pourquoi 2 garçons? C'est pour la rendre encore plus heureuse parce qu'il a la chance d'avoir... Voilà, c'est au moins, s'il n'y a que ces jumeaux-là, au moins elle aura eu un garçon et une fille. Je pense que c'est ce que j'avais derrière la tête. Bien que... je crois que c'est... Il y a également la présence d'un certain Didi, une présence très furtive. Oui. Oui, ça c'est... T'as pensé qu'on pouvait être amis avec un homme, en étant marié ou pas. Mais elle s'est rendue compte que l'amitié entre un homme et une femme, en tout cas en ce temps-là, et je pense aujourd'hui aussi un peu, n'est pas possible. Ce n'était pas très évident. Non. En tout cas... Il y a un certain Ali et un autre qui s'appelle Ismaïl. Oui. Qui sont-ils? Ismaïl, c'est le mari de Toutou, l'ami de Ta'ala. Et c'est un monsieur, c'est un commissaire de police, il est très despotique, il est très exclusif, très possessif, très jaloux. Et elle l'avait épousé sans savoir qu'il était comme ça. Et elle a fini par lui demander le divorce à cause de ce caractère-là et à cause de son infidélité aussi. Alors que Mohamed Ali, c'était un homme qui devait l'épouser quand ils étaient jeunes, qui était parti étudier à l'étranger, qui devait revenir pour l'épouser, mais que bien sûr, sous les pressions de la famille, il a dû épouser sa cousine. Il y a quelque chose qui m'a semblé un peu bizarre, c'est que en lisant le roman, on croit que Mariam est la mère de Ta'ala et Lal, c'est ça? Oui. Il s'est avéré par la suite que ce n'était pas le cas. Il faut j'ai pas remarqué raconter. que Ta'ala, quand on lui avait dit que Lal n'était pas sa sœur, plutôt sa cousine, qui avait perdu sa mère, raconter. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Elle n'a pas été choquée quand elle a appris. Vous n'avez pas décrit Ta'ala comme quelqu'un qui a été bouleversé. Mais elle a été atterrée. Elle a été désespérée, désorientée, horriblement malheureuse. Elle a pleuré. Vous avez dû oublier ce passage. Je l'ai dit, mais ça lui a fait très mal. Ça lui a fait très mal. Ça lui a fait très mal, évidemment. Mais elle a continué à aimer. Bah, évidemment. Comme si c'était. Elle l'aimait, elle aime Lala, pas comme sa sœur. Elle aime Lala en tant que Lala, en tant que personne. Bon, sa sœur aussi, mais si elle n'est plus sa sœur, ça ne change pas grand-chose. Elle l'aimera toujours.
est-ce que, en lisant votre roman, est-ce qu'on peut sortir avec l'idée que vous pensez vraiment que la femme mauritanienne a réussi la synthèse entre la modernité et la tradition? En tout cas, il a essayé, mais le conservatisme est trop présent. L'éducation est trop rigoureuse. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, mais il a fait quand même pas mal de chemin sur cette voie-là, sur la voie du progrès, du modernisme. Mondialisation oblige, mais il restera toujours cet arrière-goût de conservatisme, même pour celles qui pensent s'en être dépouillées, il sera toujours là. On en est encore là. On en est encore là, ce conservatisme, ce nomadisme, ces valeurs, ces traditions, on ne s'en débarrassera pas facilement. Et puis elles ne sont pas toutes mauvaises. Pourquoi d'ailleurs s'en débarrasser totalement? Oui, voilà. Il faut garder ce qui est bon, même dans le modernisme, même dans la modernité, la mondialisation. Toute proportion, je pense qu'il faut prendre ce qui est bien dans chacun, en faire une synthèse, et en faire un moule pour soi-même. Je pense que je rappelle ce serait bien pour la réussite. À l'époque, il n'y avait ni WhatsApp, ni Facebook, ni téléphone portable. C'est à peine qu'il y avait des téléphones fixes dans les maisons qui étaient souvent surveillés par les pères de famille qui étaient là. Donc le contact était très très difficile. Oui. Aïchatou, il y a des passages. Quels sont les passages qui vous ont le plus, vous en tant qu'auteur, qui vous ont le plus plu dans votre roman? Votre roman vous plaît sans doute tout le roman. En tout cas, il y a des passages sans doute qui... Pas forcément, non. Me plaît pas. Tout ne me plaît pas. Et j'ai choisi quelques extraits et finalement, j'ai pas arrêté de faire de la sélection. Et en dernier lieu, j'ai finalement choisi deux. J'en ai finalement choisi deux. Page 420. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser auprès des lecteurs pour des erreurs d'impression dont souffrent certaines copies. Voilà. Comme la copie que j'ai, par exemple, j'ai dû recopier la suite de l'extrait parce qu'il n'a pas été imprimé. Donc, ça c'est elle et Didi. La plupart du temps, ils se taisaient, savourant en silence le bonheur miraculeux d'être des amis dans leur situation. Ils écoutaient le soir tomber et le vent jouer avec les arbres. Par les vitres ouvertes, ils laissaient la poussière se poser sur leurs bras, leur visage, tel le duvet d'un cygne doré. Le vent et le sable, compagnons éternels du Mauritanien. Ils l'aidèrent de tout temps à surmonter la solitude des grands espaces et à supporter la monotonie des jours qui se ressemblent. Compagnons parfois tourides qui enfantent la poussière juvénile, fragile, évanescente et espiègle. Poussière de mon cœur, se disait Ta'ala, lyrique. Poussière à la couleur des crépuscules diaphanes, viens te déposer sur mon cœur angoissé. Tiens-moi accompagné dans ma solitude. Didi et elle allaient parfois admirer un coucher de soleil au bord de l'océan Atlantique. Quand le soleil jetait un dernier regard de braise avant de plonger avec tristesse et résignation pour son suicide quotidien. La mer rougissait du sang répandu et le ciel pleurait devant la longue nuit de délaissement qui l'attendait. Des larmes qui s'épandaient telles des pétales de fleurs fantasmagoriques, roses, rouges, mauves et pastel. Voilà, ça c'est l'un des... Oui, 420. 165. Et puis un autre 165, plus court. Excusez-moi. Les Mauritaniens détestent toutes les formes de violence et portent leur cœur en bandoulière. Les complications de toutes les formes leur hérissent les chines. La vie pour eux doit couler douce comme le sable entre les doigts,
comme le lait pétillant dans l'adresse odorant, comme le vent du soir fait bruire les longues tiges de titanique, comme le rire des femmes fuse à la tombée du jour pour saluer la douce fraîcheur de la nuit. Je deviens lyrique, c'est bon signe. Cela veut dire que je n'ai plus peur et que la page du fou est bien tournée. On va revenir un peu vers le roman. Vous disiez que ce n'était pas évident de vivre tout cela dans le calme, c'est-à-dire la mutation de la société italienne. C'est ça, je l'ai pris dans un livre qui a été écrit, plutôt dans un article qui a été écrit à l'époque où vous avez commencé la dédicace du roman. La construction de ce roman est fondée entre autres à sujet abordé, c'est des histoires de kidnapping. Vous parlez de la délinquance qui commençait déjà à cette époque, des armes de violence, des mariages intercommunautaires, des frontières entre les castes. Vous dites ici, j'aborde également dans ce livre tout ce qui fait la vie quotidienne d'amour dans tous les domaines de sa vie. Vous dites également que ce roman est surtout une présentation simplifiée mais complète de la société mauritanienne. Que ce n'est pas un document carré, il est un peu miable. D'ailleurs, le titre. C'est un document sociologique, romancé, si vous voulez. C'est l'histoire d'une société en pleine mutation, tiraillée entre ses valeurs, ses traditions, ses coutumes, ses us, ses superstitions, l'idée qu'elle a de l'honneur, l'idée qu'elle a de la pudeur. Donc tiraillée entre cela et le modernisme, de nouvelles valeurs qui viennent de très loin, l'occidentalisation, la mondialisation, le modernisme, l'individualisation, la course, d'autres valeurs complètement différentes. Et ce tiraillement est très difficile parce que déjà, ils n'ont rien contre leur tradition et leur passé. C'est paradoxal. Ils se prélassent affectueusement dans ce passé. Ils n'ont pas de problème avec ce passé. Ils n'ont pas envie de le rejeter complètement. D'ailleurs, ils en conservent. J'ai l'impression qu'ils en conservent de plus en plus. Et le modernisme ne les attire. Toutes les facettes du modernisme ne les attirent pas non plus. Donc le tiraillement est doublement douloureux. Mais je pense que ça se passe de plus en plus, ce passage devient de plus en plus subtil, de plus en plus simple, mieux vécu dans les détails, mieux vécu dans la vie de tous les jours, mieux vécu dans l'instruction des enfants, dans la façon de tenir sa maison, dans la liberté d'aller devenir, pour les femmes par exemple. Donc je pense qu'ils vivent assez bien, contrairement peut-être à beaucoup d'autres sociétés, ils vivent assez bien ce tiraillement. Ils s'en portent assez bien. On va quitter momentanément le roman pour voir d'autres présentations que vous allez nous faire. Vous allez plutôt faire à nos téléspectateurs. Vous voulez un extrait d'histoire courte de femmes ou bien de traduction ou bien histoire courte de tradition. Histoire courte de femmes. Voilà, j'ai choisi pour vous Leïla la dernière la dernière histoire de femme que j'ai écrite. À l'origine, le titre c'était harcèlement. Mais je l'ai changé, c'était un peu choquant. Je l'ai changé. De toute façon, toutes mes histoires de femmes portent le nom de la femme qui est le personnage central. Donc, c'est pourquoi j'ai changé harcèlement en Leïla. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait si honte. Elle n'avait rien fait de mal, mais elle avait dû sentir au fond d'elle-même, même si c'était de façon encore inconsciente, qu'elle venait d'être souillée et son intégrité morale et physique atteinte. Elle se laissa lourdement tomber sur la chaise, encore sous le choc, étourdie par ce qui venait de se passer. Sa tante Tahir l'avait exhortée à se méfier des hommes comme de la peste, de tous les hommes, y compris des frères et même du père.
Ne laisse aucun d'eux t'approcher de trop près. Ne t'assois jamais à l'endroit où un homme était assis. Fais attention à leur urine dans la rue. Ne l'enjambe jamais. Voilà, ça c'est Ça, un on le petit... dit encore jusqu'à présent. Oui. C'est quelque chose qu'on dit jusqu'à Oui, présent. oui, Au je moment vous où le nous sommes, dis. Nos superstitions sont ancrées pour l'éternité, je dirais. Ouais. Et pour la traduction, bon, vous voulez la traduction de Tabra ou bien la traduction de Le Tibra qu'il faut d'abord Cheikh expliquer à notre ou le spectateur, Mekkiyin. c'est quoi d'abord Tibra? Eh bien, je me suis dit qu'on ne pouvait pas parler de la société maure, de sa culture, parce qu'en fait, l'objectif premier du roman, c'est de faire connaître cette société aux francophones qui seraient intéressés, qui voudraient la connaître. Et donc, pour faire connaître la société, évidemment, j'ai parlé de tous ces aspects, entre autres de la culture. Et dans la culture, il y a la place de la poésie. Et dans la place de la poésie, on ne peut pas parler de la poésie mauritanienne sans parler de Tabra. Qui est spécifique aux femmes. Ouais, c'est une poésie caractéristique de cette contrée, caractéristique de ce pays, caractéristique des femmes de ce pays. Et le seul mode d'expression de sentiments qui leur a été permis depuis toujours. Et il est spécial dans la forme, il est spécial dans le contenu. Et on ne peut pas parler de la poésie maure sans en parler. Peux-tu entendre quelques vers de Tibra? Il y en a même dans le roman, j'en ai lu. Oui, oui, c'est ce que je vous disais, je devais en parler. Sinon, parler de la culture maure sans parler de Tabra, c'est incomplet. Donc je vous en donne combien? J'en ai pris quelques-unes là. J'en ai pris quelques-unes. 3 ou 4. 3 ou 4, d'accord. مصدوف الدلال غير الله مكسومة بالفعل. Mon cœur est ravagé par un amour qui n'est pas partagé. C'est vous qui avez écrit cette Tibra? Jamais. Pas Je vous. traduis. D'accord. Je ne fais que traduire. Je n'en écris jamais. Donc la deuxième. الصبر يا بالي كان القدر يتحم جالي. Mon âme, il faut patienter pour que le destin soit de mon côté. La troisième. ساق حامي غير الله عنه متعامي. Sa passion brûle sauvagement, mais je l'ignore volontairement. Et ensuite, عدل لي التلياع شي ما نعرف شنو هو كاع. À toute cette souffrance, je n'arrive pas à donner un sens. Donc, Voilà. surtout, j'ai retenu que vous avez dit que le Tibra était une expression Excusez-moi. qui était permise aux Mauritaniens d'exprimer. Ouais, c'était la le seule. sentiment. Ouais, Et que c'est spécifique aux Mauritaniens. Ouais. On en trouve nulle part jamais. dans le monde. Nulle part dans le monde. Uniquement en Mauritanie. C'était le seul mot d'expression permis. À l'époque, à cause de nos traditions de pudeur, de discrétion, de secret. Et quand un homme l'entendait, il comprenait, est-ce que les femmes qui étaient à côté, ou plutôt les filles qui étaient ensemble, quand l'une d'elles disait une Tibra et que les autres, est-ce que les autres comprenaient ce qu'elle voulait dire et à qui il s'adressait? Pas toutes. Juste ses intimes. Et même lui, il ne sait pas que c'est de lui que... Donc c'est juste Qu'elle le cercle parle. restreint Ouais. de la fille. Parfois, il l'avoue à une amie très intime. Sinon, les autres l'entendent. Ils ne savent pas à qui c'est adressé. Et le monsieur à qui c'est adressé ne sait pas non plus. Et comment quelqu'un d'autre pouvait entendre une Tibra qu'on disait? Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. C'est la tradition orale. Ah oui. Ah oui. C'est Donc ça circulait Nous, de notre bouche à passé, tout notre passé d'ailleurs, comment on l'a eu, c'est par tradition orale. Il n'y a pas grand-chose d'écrit chez les nomades. Les nomades n'écrivent pas, leur tradition est orale. Leur histoire est contée oralement, elle est étudiée oralement, elle est apprise oralement. Donc, merci Aïchatou Mtahmed infiniment. Je rappelle que c'était la passion des livres se tournait ce soir autour de votre roman La couleur divan, qui a été édité par la librairie 1521 en 2014, si je me trompe.
ça. Merci infiniment Aïchetou d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne continuation. Le plaisir était pour moi, je vous en prie.